Donc, je vais vous présenter un peu ce qu'on a fait au moment plus particulièrement, enfin, ce qu'on avait un peu fait pour la première vague, mais ce qu'on a redéveloppé pour la deuxième vague, avec par rapport à la première vague, on était assez démunis, on a même eu du mal à avoir des PCR au début. Pour cette deuxième vague en Belgique, on s'est retrouvé avec beaucoup plus d'outils mis à disposition. Donc, on est passé des grandes des plateformes PCR qui, en même temps, quand on dit disponible, n'étaient pas si disponibles que ça parce que ce n'est pas non plus si répandu. Et c'était utilisé pour des analyses de routine sur lesquelles qu'on a dû arrêter de faire à un moment pour pouvoir répondre à la demande. Mais se sont ajoutés les tests rapides qui ont déjà été évoqués dans la première vague, pour lesquels le LUB avait participé à leur validation avec les tests rapides CORIS, donc les tests rapides antigéniques, et deux autres joueurs, les PCR rapides sur des plateformes de type plutôt point of care, et la proposition de passer les antigènes aussi sur des automates plus de type sérologie ou dosage spécifique de protéines. Donc, vu que là, j'ai quand même une audience à plus de biologie, je ne vais pas détailler ici tout de suite les caractéristiques, mais je vais y revenir plus tard à chaque niveau. Donc, pour vous donner l'exemple de ce que nous avons dans le laboratoire au niveau du LHUB, donc, nous avions 3 plateformes M2000, maintenant on en a même 4, qui permettent de passer 92 échantillons en environ 7 à 8 heures. On a, dans le même type, on a l'Altona, qui a à peu près le même throughput. Et on a, depuis récemment, on a aussi la Linity, qui lui permet d'avoir des premiers résultats à partir de 2 heures et qui, en random access, qui permet d'avoir des résultats plus rapidement et qui permet de passer jusqu'à 400 échantillons par 8 heures. Évidemment, à la base, on a 3 types de plateformes, ce qui fait qu'on a 3 techniques différentes, mais c'est aussi une solution, étant donné la taille de notre laboratoire, qui est essentielle, car on sait très bien qu'il y a eu des pénuries de réactifs et même de consommables. Ce qui était le plus problématique, c'était au final les TIPS. Donc, on s'attendait à avoir des pénuries de réactifs, mais non, en fait, on avait des pénuries de cônes. Et donc, on a besoin de diversifier pour pouvoir diversifier les consommables et les réactifs et pouvoir assurer un grand rendement. Donc, je ne reviendrai pas sur le fait que, évidemment, vous savez tous que c'est la méthode actuellement la plus sensible, le gold standard. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup d'études qui nous parlent des CT maximum, sauf que tout ça, c'est pas très standardisé, parce que sur le M2000, on est à des CT max qui sont à 32. Sur l'Altostar, ça va à 45. Sur l'Inity, ça va, c'est même pas marqué dans le package RNSAT, mais je pense que ça va jusqu'à 45 parce que j'ai des CT qui sont à 42. Sachant que, en fonction de l'UTM utilisé, d'une plateforme à l'autre, les courbes de calibration ne sont pas exactement identiques. Donc, c'est un peu compliqué lorsqu'on nous demande de standardiser et d'avoir une réponse uniforme. Et quand nos collègues nous demandent, mais alors, les CT, quelle charge, etc. Et qui s'amusent à se comparer entre eux et qui ne comprennent plus rien parce qu'évidemment, ils comparent des choses qui ne sont pas comparables. Excusez-moi parce qu'on s'acharne à m'appeler. Je suis en réunion, je te rappelle. Et tout ça pour dire que c'est sûr que lorsqu'on explique à quelqu'un qui veut tester, ah mais non, on est resté à 25, et après il nous fait, mais vos collègues, ils n'ont pas des CT à 25, ils ont des trucs beaucoup plus tardifs. Oui, mais nous, on était sur du M2000, donc rien à voir. Donc, la première génération de tests rapides, c'est celle qui a été validée, entre autres, par notre laboratoire, aussi par, si je ne dis pas de bêtises, Liège, entre autres, et qui sont du coup les tests CORIS qu'on a utilisés, qui ont été développés rapidement pendant la première vague pour répondre à des besoins où on sentait qu'on allait être en tension sur les réactifs et pour pouvoir augmenter le nombre de demandes. Donc, on met de l'UTM, on met du tampon, on met une tigette dans le tube qu'on ferme et on attend 15 minutes, ou de 15 à 30 minutes.
Ça a été vraiment critiqué pendant la première vague parce que le temps de développement est forcément, on est rentré en production au moment où la courbe redescendait. Et puis, on ne testait pas tout le monde. Pour la première vague, on testait les patients hospitalisés, on utilisait du JTM. Tout ça fait que dans l'utilisation au niveau du laboratoire, ça marchait pas trop parce que ça filtrait pas énormément en méthode de première ligne. Finalement, ça filtrait pas tant de prélèvements que ça, surtout avec une incidence qui diminuait et un taux positif qui diminuait. Donc, ça commençait un peu rapidement, mais finalement, ça n'a pas duré très longtemps. Et surtout qu'après, tout le monde a réussi à pouvoir s'équiper un peu en PCR ou alors trouver des solutions. Ce qu'on appelle maintenant les tests de deuxième génération, enfin, deuxième génération, c'est ce que j'ai mis comme titre entre guillemets, parce que c'est pas vraiment, il n'y a rien de vraiment très neuf, hein, c'est toujours des petites bandelettes immunoenzymatiques, sauf que maintenant les major players, les gros se sont mis dessus, Abbott, BD, Roche, soit directement en les produisant, soit en rachetant, ou alors en se mettant en partenariat avec d'autres firmes qui sont plus spécialisées là-dedans. Ces firmes-là ont profité d'avoir un peu plus de temps qu'en Europe pour pouvoir continuer à améliorer leurs tests. Parce que pendant qu'en Europe, on a eu un été assez tranquille et on est redescendu quand même après des mesures assez fortes en incidence au niveau des nouveaux cas, ce n'était pas le cas aux États-Unis ou au Brésil où ils ont pu faire d'autres études. Et on voit par exemple ici BD qui en plus a eu l'intelligence d'utiliser un système avec un lecteur qui permet du coup d'avoir une lecture totalement indépendante et éventuellement de connecter. Ils ont pris uniquement des échantillons secs auprès du patient dans un point of care et uniquement les patients de 7 jours. Donc, et là, ils ont des performances qui étaient bien meilleures comparé à ce qu'on avait. Ils avaient des performances de 85 à même presque 90% selon les études. Mais quand on se limitait à 5 jours, en fait, après les symptômes, après 6-7 jours, c'est moins bien, la tendance diminue. Mais dans tous les cas, ce qui ne change pas, c'est que la spécificité est excellente de ces tests-là. Donc, on s'est posé la question, surtout qu'au niveau du laboratoire, on a fini par être critiqué sur les premiers tests de première génération. Est-ce que c'était vraiment des meilleures performances ou est-ce que c'était une meilleure définition de la cible? Donc, on a voulu comparer ce qui était comparable. Donc, on a pris les mêmes tests antigéniques qu'on avait à disposition et on a utilisé sur UTM, on a pris une journée donnée, on a pris 100 échantillons, 62 PCR positives avec des CT larges dans le range de 4 à 31 pour un maximum à 32, donc on a vraiment fait tout le panel. 38 PCR négatives en contrôle. Et on a pris ce qui était le plus facilement disponible pour nous, c'est-à-dire Pambio qui est produit par Abbott, BD Veritor qui est produit par Becton Dickinson, Coris qu'on avait déjà, et SD Biosensor qui est une marque coréenne en fait, mais qui est commercialisée par Roche. Quand on regarde les performances sur UTM, on n'est pas terrible. On retrouve des performances proches de celles qu'on avait trouvées dans l'étude initiale lorsqu'on avait utilisé les Coris au niveau du laboratoire. On retrouve une sensibilité qui avoisine entre 36 et 49%, enfin plutôt de positive agreement vu que c'est plutôt des échantillons choisis. Et on voit en fait qu'il y a deux choses qui rentrent en compte, c'est qu'il y a la quantité d'UTM utilisée et le facteur de dilution. Le BD Veritor est à 36,1%, mais quand on regarde, on a pris les instructions qu'ils nous ont données, ils nous ont dit 50 microlitres dans un tampon qui n'était pas mesuré, mais que j'ai mesuré à faisant 250, donc on était vraiment pour même un cinquième, un sixième. Quoi. Par ailleurs, on a dû exclure, parce qu'on n'avait pas fait attention, que dans les tubes, il y avait un ZIMO. Évidemment, ça ne sert à rien de faire les ZIMO sur du dosage protéique, vu que c'est totalement lisé. Excusez-moi, parce que le secrétariat s'acharne. Voilà.
Donc, notre hypothèse finale, c'est que effectivement, les UTM, c'était pas une bonne solution. C'est peut-être pour ça qu'on n'avait pas fait la bonne chose à la première vague. Donc, comme est arrivée la deuxième vague et qu'on avait quand même des besoins de réduire les temps de réponse, au niveau du laboratoire, on ne s'est jamais retrouvé dans cette situation-là, mais on sait très bien qu'on est tombé à plus de 4 jours au niveau de certains centres de dépistage et de certains de nos collègues qui étaient submergés par les demandes par de ville. Nous, on a la possibilité de se fermer totalement aux demandes de ville et puis de demander un peu à nos collègues en hôpital de ressources restreintes, ce qui est beaucoup plus compliqué de faire en dehors. Donc, on a essayé de voir ce qu'on pouvait faire pour aider avec ces 4 tests antigéniques dans 2 endroits, aux urgences de l'hôpital Saint-Pierre et dans un centre de diagnostic local qui est organisé par Marc de Crolly à Uccle avec certains collègues, où ils ont installé en fait une caravane en extérieur avec des prélèvements de dépistage pour le coronavirus, où ils font dans la foulée le test, les prescriptions éventuelles et les quarantaines éventuelles. On est parti sur des recommandations de prélèvement qui étaient plus proches de celles qui ont été retenues dans les dernières études, avec 7 jours de maximum après les symptômes, selon la décision de Cienzano, et avec un petit filtre supplémentaire aux urgences pour éviter que les urgences deviennent trop un centre de dépistage au moment où on avait un peu du mal à se faire dépister, ce qui est le réservé aux patients qui avaient des comorbidités. Pour suivre les recommandations, on informait les patients qu'un résultat négatif nécessitait un nouveau prélèvement pour réaliser une PCR, tel qui était recommandé à ce moment-là par les autorités de santé. Et nous ne contrôlions pas les cas positifs parce qu'on a vu dans toutes les études précédentes qu'on est sur des spécificités qui sont supérieures à 99%. Et on ne voyait pas l'utilité dans un monde de forte prévalence à contrôler positif. Et qui plus est, ça n'aurait pas servi, vu qu'on n'a pas vraiment fait une étude, mais on a plutôt cherché à voir ce que ça donnait sur le terrain, de mettre en place les outils qui étaient disponibles dans les cadres qui existaient et de voir si ça apportait une aide réelle. Donc, on a élaboré ce petit algorithme qui reprend ce que je vous ai dit. Au niveau des performances analytiques, donc pour simplifier, ce qui est en vert, c'est ce qui n'a pas de différence significative, et ce qui est en rouge, c'est là où une différence significative. Donc, premièrement, on a des performances lorsque on se met dans les mêmes conditions que les autres. On se retrouve à des performances générales de 80 et quelques %. Et on note qu'il n'y a pas de différence au final entre les différents fournisseurs de dispositifs. On est de 78 à 87%, mais si on regarde vraiment dans le détail avec les intervalles de confiance, il n'y a pas de différence significative. Malheureusement, SD Biosensor a probablement pâti un peu du fait qu'on a mis un peu de temps à les avoir, donc on les a fait en redescente. Au moment où on n'avait plus beaucoup de cas positifs. Donc, ça a probablement joué sur la sensibilité par un défaut de puissance. Après, quand on regarde dans le détail, lorsqu'on prend le Veritor qui a eu le plus de tests réalisés et de manière à peu près identique entre les généralistes et les urgences, on a aussi des sensibilités qui sont pareilles. Donc, du moment où on a un système robuste, a priori, ça ne pose pas de problème qu'on le fasse aux urgences ou chez un généraliste. Et évidemment, ce qui était attendu, c'est qu'il y a un décrochage certain qui est supérieur à ce qu'on a vu dans l'étude. On a un décrochage, on est vraiment autour de presque 90%, à part un petit décrochage à 3 jours au milieu qu'on n'explique pas trop. Mais si on revient un peu en arrière sur celle de BD, on a aussi, de manière assez étonnante, ce même décrochage qui... je ne sais pas trop à quoi il s'explique ou si c'est juste une fluctuation, mais en gros, on est pareil dans les 4 à 5 premiers jours. J'ai pas pu isoler 5 d'un côté parce qu'il n'y avait pas assez d'effectifs, donc j'ai dû m'arrêter à date supérieure ou égale à 5.
j'ai pas pu individuer les 5 jours par manque de patients qui étaient effectivement à 5 jours. Par ailleurs, on voit qu'il y a un CT qui était bas sur le Veritor à 4,93. Donc, le problème, c'est qu'on ne peut pas, pour le contrôler, on utilise les écouvillons secs pour les tests rapides, on utilise des écouvillons sur UTM pour les PCR. Donc, on ne peut pas dire si c'est un problème d'échantillonnage ou si c'est un problème autre dû à la technique. Parce qu'en plus, la particularité du Veritor, c'est que comparé aux 3 autres, lui acceptait de demander des frottis narinaux, donc beaucoup moins distaux que les 4 autres, et moins distaux que ce qui est recommandé pour les PCR. Donc, quelles sont les conclusions de tout ça? Au pic de la deuxième vague, on a réussi à éviter plus de 50% de PCR pour les patients qui rentraient dans les critères. Comme on a vu, c'est vraiment dépendant de la charge virale, mais ce qui permet d'avoir une très bonne évaluation du risque de contagiosité. La sensibilité, elle décroît assez fortement après 5 jours, même plus que ce qui est dans l'étude qu'on a vue précédemment. Évidemment, il n'y a pas de différence dans les performances analytiques telles qu'on a vues, mais la cible était mieux définie. Et aussi, la différence, c'est que par rapport aux tests qui ont été développés initialement, qui ont été un peu faits dans l'urgence, les derniers tests, ils sont plus faciles parce que c'est vraiment des systèmes plus de savonnette que de tigette, avec les tampons qui sont déjà préalicotés, avec soit des becs verseurs, soit des systèmes aussi de lecteurs pour ce qui était EPD, ce qui permet d'avoir vraiment une utilisation point of care très pratique et qui fait la différence lorsqu'on a besoin de les utiliser à ce niveau-là. Ce qu'il faut suivre plus, c'est on sait qu'il y a une utilisation à large échelle qui est faite dans certains pays. Je sais que maintenant, on peut l'avoir assez facilement en France, en Italie. En Italie, ils se contentent même maintenant de tests antigéniques pour voyager. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, étant donné le risque de faux négatif qui est quand même assez élevé, surtout si on sort de la cible. Et autant le mettre à disposition d'un généraliste qui est bien informé, qui sait quoi en faire, je pense que ça va bien. Après, le mettre à disposition du grand public qui va peut-être s'en servir pour savoir s'ils peuvent faire la fête ensemble demain. Je ne sais pas si c'est forcément une bonne idée, surtout quand on sait qu'il y a quand même un problème que je viens dans la suite, c'est il faut évidemment former des opérateurs qui ne sont pas des opérateurs de laboratoire à utiliser ces petits tests-là. C'est très facile à utiliser, mais c'est pas dans la psychologie de tout le monde, parce que ne serait-ce que expliquer aux personnes qu'il faut bien qu'ils attendent 15 minutes et que la moindre ligne est une ligne positive, c'est quelque chose qui, malgré tout, n'est pas si évident pour les utilisateurs qui sont au niveau de la consultation au front, qui vont vouloir aller vite, et dès qu'ils vont voir la ligne contrôle, vont dire bon, il y a une contrôle qui est positif, je vois pas de ligne de test, c'est bon, c'est négatif. Et parce que il n'aura pas noté l'heure, il a pas que ça à faire, etc. Le problème qu'on a vu aussi, c'est qui est en passe d'être résolu. Frédéric est probablement mieux informé que moi, il me corrigera plus tard si nécessaire, qui est les problèmes d'outils de notification. Actuellement, en tant que laboratoire, on envoie des rapports à Ciensano quasiment à la minute où on a le résultat. Au niveau de la consultation du généraliste, à ce moment-là, lorsqu'on a essayé, il n'y avait pas d'outil de notification. Donc, ce qui était fait pour accélérer tout ce qui était le screening des contacts, et la mise en route de tout ce qui est hotline pour appeler les contacts, c'était qu'ils étaient enregistrés en cas très fortement suspect, ce qui permet sur e-box, sur e-health, qui permettait de déclencher toute l'investigation le temps que nous on récupère les résultats, parce que du coup il fallait qu'on récupère les résultats, qu'on les encode, et ce sont des patients extérieurs. Donc, au niveau d'un laboratoire hospitalier, c'est très compliqué, vu qu'il faut leur créer un séjour, ça prend beaucoup de temps. Et du coup, il y avait forcément une perte de 24 heures de temps, ce qui n'était pas le but.
Au niveau des points très positifs que je n'ai pas évoqués là, était le fait de pouvoir faire une éducation aux patients immédiatement. Lorsque vous avez votre patient en consultation qui vient parce qu'il a des symptômes et que vous pouvez lui donner un résultat en 30 minutes, ça n'a comme rien à voir que lorsqu'il attend 4 jours. Enfin, 30 minutes, c'est même trop long, c'est 15 minutes. Ça n'a rien à voir lorsqu'il est au bout de 4 jours. Et lorsqu'on lui dit qu'il n'a pas ses résultats, imprimer qu'il est à risque tant qu'il n'est pas quelque chose, qu'un papier qui lui dit c'est positif, on sait très bien, on est tous humains, on n'a pas envie d'être enfermé, surtout quand on est jeune, quand on a 20 ans, on n'a pas envie d'être enfermé pendant 10 jours à la maison, alors qu'au bout de 3 jours, on se sent mieux. Et avoir la capacité, du coup, d'avoir un résultat immédiat et pas comme au moment du pic de la deuxième vague où il fallait plus de temps, plus de jours pour avoir le résultat, qu'en réalité, de jours que les personnes qui sont à bas risque et qui font des formes peu sévères ont pour devenir asymptomatiques, ça n'aide pas. Au niveau de la réglementation, c'est en train de changer parce qu'il n'y a quasiment pas de réglementation pour l'utilisation de ces tests rapides en médecine de ville. Les textes sont en train de venir. Après, il faudra voir comment on peut mettre ça en place sur le terrain par rapport à ce qui a été dit. Mais je pense que ça, par contre, Olivier et Frédéric ont peut-être plus d'infos que moi sur ce sujet-là. Et comment on met ça en place avec le problème de l'encadrement éventuel du laboratoire, d'un biologiste. Et dans les faits, c'est quelque chose qui n'a pas trop été fait jusqu'à présent en Belgique et dont on n'est pas sûr que c'est bien dans la mentalité que ça va pouvoir être fait si facilement. Le dernier problème que je vois, c'est que nous, ça a très bien marché. Lorsqu'on a fait, on prévenait les patients qui pouvaient refuser d'avoir ce test-là parce qu'il y avait un risque de devoir faire un deuxième prélèvement. Mais quand on leur dit, si vous faites ce test-là et que vous êtes positif, vous pouvez avoir le résultat en 15 minutes, et ben ça marche bien. C'est-à-dire que au-delà du frottis désagréable que finalement maintenant tout le monde a déjà ressenti, parce que je pense qu'il n'y a plus aucune personne dans ce pays ou en Europe qui n'a pas eu une fois un frottis nasal, clairement. Le fait d'avoir le test rapide, ça permet de totalement se passer, ça permet d'avoir une adhésion forte à cette chose-là. Ça, c'est ce que j'ai fait il y a 3 semaines, mais ça n'a pas changé depuis, donc je ne l'ai pas réactualisé. C'est pour vous montrer que, par ailleurs, on sait que le nombre de cas évolue avec le nombre de cas. Enfin, l'épidémiologie, c'est surtout une augmentation du nombre de cas récents. Et quand les cas sont récents, les CT sont plus bas. Et donc, logiquement, ça montre qu'actuellement, on n'est probablement plus au bon moment pour faire des tests rapides en ville, à part si on cible extrêmement bien les patients, parce qu'on a un risque d'avoir un nombre trop élevé de négatifs. Et c'est sûr que quand on fait plus de 90% de frottis pour pouvoir refaire un deuxième frottis PCR derrière, c'est pas forcément bien accepté. Surtout qu'avec l'hiver, il y a d'autres. On finit par avoir le nez qui coule, mais pas forcément pour un coronavirus. On finit par être un peu mal, mais pas forcément pour coronavirus. Et que ça devient plus compliqué de savoir faire le tri. Maintenant, l'autre solution qu'on a depuis mi-novembre, qui est enfin arrivée en Belgique, c'est les tests moléculaires rapides. Donc ici, je vais vous présenter ce qu'on a fait avec le Cobas Liat de Roche, mais évidemment, il y a d'autres produits concurrents. En disponible en Belgique, il y a le GenExpert de Cepheid, mais qui est disponible avec des quantités de réactifs extrêmement faibles. Et il y a d'autres, je ne sais pas si ça a changé, mais il y a aussi d'autres opérateurs sur le sujet. Il y avait Abbott avec l'Aidino, mais qui, pour des raisons de disponibilité de réactifs, a décidé de ne pas fournir la Belgique, car ils ont d'abord fourni les plus gros pays. Donc ils ont fourni, par exemple, l'Allemagne, la France et la Corée dans leur marché hors US, mais la Belgique ne faisait pas partie du coup des marchés prioritaires, du fait d'une question simple de taille que malheureusement et d'influence que malheureusement on comprend bien. Donc, ce petit appareil
il est vraiment tout petit, hein, il fait, pour ceux qui n'ont jamais vu, ça fait environ 10 à 12 cm, ça fait un peu plus de 20 cm, et en profondeur, on est sur quelque chose qui fait environ 30 cm. Ça, ce petit appareil, ça prend un tube à la fois réactif, donc c'est un tube comme ça qui est avec un bouchon, avec une protection. Il est ouvert et puis on met du prélèvement ici, on met un peu de prélèvement avec une petite pipette qui est fournie. Et après, vous voyez plein de petites poches. En fait, c'est des systèmes de pistons qui vont permettre de faire avancer le prélèvement dans ces systèmes de poches où il y a les réactifs qui sont nécessaires à l'extraction et l'amplification. Et tout ça en un temps assez record. J'ai oublié de mettre la diapo à jour parce que lorsque je l'ai mis à jour, je ne l'avais pas testé en live, donc j'avais encore des doutes. Et donc tout ça, ça se fait en 21 minutes chrono, ce qui est assez impressionnant. On est quand même assez inquiet sur des PCR qui sont en 21 minutes quand notre grosse plateforme Alinity n'y arrive qu'en 117 minutes au plus tôt. Donc on a corrélé avec la méthode de référence qu'on utilise le plus dans le laboratoire. Pour nous, c'est les M2000 vu qu'on a 3 postes. Et on voit que la droite de corrélation, elle est très bonne avec un suivi qui est bon sur des CT qui sont jusqu'à 29 sur 32. Donc on est un peu moins bon en limite de sensibilité, en limite de détection, mais en même temps, 20 minutes, c'est quand même impressionnant. Et surtout qu'on sait très bien que la signification de ces PCR qui sont à des CT extrêmement tardifs n'est pas grande en termes de contagiosité. Et par ailleurs, lorsqu'il fait ça en 21 minutes, il vous fait aussi grippe A, grippe B en bonus, ce qui est assez appréciable en prévision de l'hiver. Donc ça, c'est depuis novembre que c'est disponible, mais c'est aussi disponible en quantité limitée. Hein. On est rationné. Après, c'est un partenariat à faire avec les institutions, savoir comment on peut faire en sorte d'utiliser au mieux les stocks disponibles. Évidemment, ça a un coût. On est à des coûts qui sont supérieurs au tarif de remboursement du coronavirus, légèrement supérieurs. Après, je ne sais pas quel est le prix catalogue officiel, mais nous, actuellement, on paye un peu plus cher. Par contre, c'est sûr qu'au niveau de l'institution, pouvoir classer, surtout actuellement où on est dans des situations où on veut reprendre une activité normale, où il y a des patients qui sont aux urgences pour d'autres motifs, mais qu'on a toujours peur quand même qu'ils soient porteurs du coronavirus, ça permet de classer les patients extrêmement rapidement en fonction des mesures d'hygiène qui sont en place dans les différents établissements et de pouvoir un peu mieux, probablement faire un peu mieux de gestion des lits et pouvoir faire un peu aussi de certains cas, et c'est aussi utilisé dans certains cas où on a besoin pour rentrer dans des protocoles de recherche d'avoir une PCR extrêmement rapide parce qu'on aimerait avoir un traitement expérimental très très rapidement pour un patient qui se dégrade très vite en usine. Au niveau du time to result, ça n'a rien à voir, évidemment. Je vous disais que c'était 21 minutes. Par contre, ça prend... et même si il y a deux possibilités. Hein. C'est soit de le mettre au niveau directement des urgences, soit au niveau du laboratoire. Lorsqu'on l'avait fait sur la version grippe RSV l'an dernier que Frédéric avait évoqué, on voit quand même que même si on a les temps d'acheminement au laboratoire, on peut avoir des temps de réponse médians de 1,67 heures, tandis que pour les PCR Corona, là, c'était à l'époque, au tout début, maintenant on est un peu mieux, la médiane elle est plus basse, actuellement on est à plus de 90% des prélèvements répondus en moins de 36 heures, et donc on a une médiane qui doit être aux alentours de 18, entre 16 et 20 heures. Par contre, ce qu'il faut voir aussi, c'est que ça peut évidemment pas remplacer le tout venant, parce que comme je vous le montrais, cette machine, elle prend un test à la fois. Donc si on fait un test par 21 minutes, on va quand même, malgré tout, moins vite que notre vieille bécane de M2000, qui fait 92 tests si on retire les contrôles, mais qui les fait en 7 heures. Si on divise, on a un throughput qui est bien meilleur. Donc, ce que je disais, donc l'excellent time to result individuel, ça je vous l'ai dit. Performance près de la méthode, ça c'est fait.
Ce qui est pratique, c'est que comparé aux tests rapides antigéniques, du coup, il y a une haute valeur prédictive négative jusqu'à des charges virales très faibles, ce qui permet, contrairement aux antigènes, d'être efficace sur les patients asymptomatiques. Et pour, en tout cas, le cobacillate, il y a la codétection d'autres pathogènes, ce qui n'est pas forcément proposé par tous les autres. Le prix est élevé. Malgré tout, les réactifs, on est limité. Hein. Nous avons des plafonds de commandes par semaine. Autant vous dire qu'on commande au maximum. Le nombre d'instruments n'est pas si limité que ça, mais il faut encore l'avoir. Mais de toute manière, actuellement, je pense que la politique de tous les fournisseurs de matériel responsables sont qu'ils ne fournissent plus d'instruments lorsqu'ils ne sont pas capables de fournir des réactifs. Donc je ne suis pas sûr qu'actuellement, si vous ne l'avez pas actuellement, je ne suis pas sûr qu'ils puissent vous en fournir un. Au niveau des considérations de pratique, il y a les considérations de la validation de l'instrument et des techniques. Ça, c'est notre boulot de tous les jours de biologiste. Et finalement, c'est quand même des méthodes robustes qu'on a pu tester et qu'il y a une documentation assez large dessus. On voit que toutes les firmes sérieuses, tous les fabricants sérieux de réactifs ont quand même fait du matériel de bonne qualité malgré les contraintes opérationnelles de devoir le faire assez rapidement. Il faut aussi enregistrer tout ce qui est la formation et l'habilitation des opérateurs, surtout que contrairement à la plupart des analyses de biologie clinique, on nous demande d'avoir une démarche de type accréditation, même sur des antigènes rapides, ce qui m'a assez marqué parce que finalement on ne demande pas ça pour les tests rapides, on ne demande pas ça pour les tests de grippe. On ne demande pas ça pour les antigènes légionnels. Par contre, le Covid, parce que c'est le Covid, il faut faire des dossiers type BELAC. L'enregistrement et le reporting des résultats, ça pose aucun problème avec les petites machines automatisées, mais comme vous vous doutez, lorsqu'on est sur des petites savonnettes, ça demande d'avoir à nouveau du papier ou de mettre en place un système de prescription électronique qui accepte que le prescripteur ne puisse être qu'un prescripteur habilité qui puisse mettre les résultats. Et de là, on découle la notification aux autorités de santé. Mais le problème, les verrous semblent être levés au niveau du généraliste, vu que d'après un mail que j'ai lu, une nouvelle application pour les généralistes est prévue dans eHealth qui leur permet de mettre directement un résultat de test rapide positif. Même si je ne crois pas que je crois pas que c'est actuellement utilisé. Je pense qu'on a eu l'information par rapport aux textes de loi qui sont en préparation ou qui vont sortir prochainement. La documentation, évidemment, on a créé des documentations ad hoc pour mettre à disposition soit des utilisateurs finaux. Il faut que nous travaillons avec 5 institutions. Donc, chaque institution qui veut utiliser l'appareil doit adapter la documentation du laboratoire dans leur propre manuel qualité pour ajouter en plus les éléments qu'ils veulent par rapport aux indications, s'ils veulent ajouter des indications particulières, par rapport à l'adéquation de leurs procédures d'hygiène. Les procédures d'hygiène, je ne les ai pas mis ici. Évidemment, c'est à discuter avec les équipes de chaque hôpital et leurs attentes. La solution qui a été faite pour la PCR rapide qui a été proposée et qui a été acceptée dans certaines chez certains de nos partenaires, c'était de faire c'est qu'en fait, si je reviens un peu en arrière, vous chargez la cartouche après vous la fermez et elle est scellée hermétiquement et toute la réaction se passe cartouche scellée. Donc, au lieu d'avoir un portoir à côté de la machine et de remplir à côté de la machine, ce qui était l'idée à la base de ces point of care, on a mis un portoir par chambre et la cartouche est chargée dans la chambre au même moment que le prélèvement est fait. De la même manière, de l'autre côté, les tests antigéniques, c'est dans le même geste du prélèvement de l'écouvillon sec qui vont aller mettre l'écouvillon dans le tampon. Pour la cartouche réactive, ils la scellent, ils la ferment, ils la font sortir comme si c'était un prélèvement après l'avoir identifié. Enfin, ils la font sortir comme ça un prélèvement avec une décontamination au moment de la sortie de la chambre, l'identification du patient
Et c'est une fois qu'ils ont cette cartouche décontaminée qu'ils vont au niveau de l'appareil qui, du coup, n'est pas forcément dans un box de prélèvement et qui peut être en dehors et à l'endroit qui semble le plus adapté pour des raisons opérationnelles et pour des raisons d'hygiène en fonction des trajets de soins et du trajet de l'infirmière pour éviter de mélanger les trajets propres et sales. Une autre solution qui est possible, mais ça par contre, il s'agit de dédier un box, c'est de faire tout ça dans un seul box. Par contre, le problème c'est que vous avez un box avec un patient et autant c'est faisable au niveau des prélèvements, autant dans un service d'urgence, c'est peut-être pas souhaitable d'avoir la machine dans le box avec le patient, surtout que autant vous allez mettre un autre patient après et que vous avez quand même besoin de rentrer à nouveau avec vos prélèvements dans ce box-là. Et la dernière solution étant de la mettre au niveau du laboratoire, mais qui du coup nécessite d'avoir les équipes tout le temps et de perdre tout ce qui est le résultat en 21 minutes, ça met forcément beaucoup plus de temps. Du coup, toutes ces obligations d'accréditation nécessitent aussi qu'on mette en place, vous le savez bien, tout ce qui est le traçage des lots de réactifs et de sécu. Donc, on a mis ça en place pour les tests rapides antigéniques. Pour tout ce qui est les point of care type PCR, ça c'est directement pris en charge via une interface. Pour Roche, c'est sur l'IT 1000 et de toute manière, on ne peut pas passer un test lorsque le lot n'a pas été validé. Donc ça, c'est vraiment robuste au niveau qualité. Par ailleurs, ce que Frédéric nous a proposé de tester et que nous avons donc testé, c'est, une fois n'est pas coutume, en association avec nos collègues de biochimie, nous sommes penchés sur, l'air microbiologie s'est penché sur un automate plusieurs se sont penchés sur un automate de biochimie, le Lumipulse de Fujirobio, qui j'espère ne pas dire de trop grosses bêtises, permet le dosage de protéines spécifiques. Et étant donné que c'est une firme japonaise et qu'on leur a demandé du coup de s'intéresser un peu au coronavirus comme pour tout le monde, ils se sont lancés là-dedans pour faire un dosage quantitatif des protéines virales par immunodosage. Et par contre, contrairement à leur habitude, en utilisant des échantillons UTM et non pas du sérum ou du plasma. Le temps théorique est d'environ est de moins de 60 minutes, mais c'est un temps théorique qu'il faut vraiment mettre entre guillemets, car vu qu'on a utilisé un automate de biochimie dans un laboratoire de biochimie lorsqu'on a fait cette évaluation, on s'est vite retrouvé devant un problème de base qui est qu'on va manipuler des prélèvements respiratoires en dehors de toute protection, au milieu d'un laboratoire où on fait d'autres choses et dans un L1 et non pas dans un L2 et ni encore moins dans un L3, ce qui aurait posé beaucoup moins de problèmes d'être dans le L3. Et du coup, il faut rajouter toute une étape de neutralisation que nous avons choisi d'utiliser, une neutralisation par chauffage de 30 minutes à 56 degrés qu'on a retrouvé dans plusieurs articles. Donc malgré tout ça, les performances sont quand même assez intéressantes. On a fait sur 214 échantillons en appareillant 2 positifs pour un négatif. Et après avoir fait du coup cette étude de biosafety qui a fait qu'on a décidé de chauffer les échantillons, et malgré tout ça, on est avec une R sur la courbe en courbe ROC qui est quand même de 0,89, qui est très bien, avec 2 cut-off qu'on regarde. On a le cut-off à l'extrême qui permet d'avoir la meilleure sensibilité qui est pour une spécificité assez correcte, qui est à 1,96, qui permet une sensibilité de 77% à une spécificité identique. Et le cutoff qui nous a permis d'avoir une spécificité à 100% de 20,3, mais là où forcément on perd et on est à 64%. Par ailleurs, quand je reviens dessus, quand on parlait des 30 minutes de temps de réaction, il faut aussi s'imaginer que du coup, avec X UTM de marques différentes, et c'est pas possible de les poser directement sur la machine, surtout qu'ils ont tous encore le petit frottis qui traîne dedans, qui baigne dans un truc plus ou moins visqueux.
Donc, il faut les pipoter dans les tubes, réalicoter dans des tubes qu'il faut réétiqueter et faire une centrifugation pour essayer de se débarrasser du magma visqueux dans le fond du tube et avoir que du surnageant, ce qui n'était quand même pas si facile non plus. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment corrélé avec, avec la charge virale. C'est de manière linéaire corrélé au niveau de la quantification, mais aussi si on s'intéresse qu'aux CT qui sont inférieurs à 20/32, qui est un peu notre limite théorique de viabilité au niveau du laboratoire, où on estime qu'au-dessus de 20/32, on va avoir du mal à faire pousser quelque chose en culture. Et on aura du mal à prouver, on a du mal à prouver que le virus est vraiment en quantité suffisante. On a des CT qui sont, on a une courbe ROC qui est vraiment très satisfaisante avec 0,98 et un cutoff qui à 20,3 passe maintenant une sensibilité de 87% et même à 13, on a 93% pour 96% de spécificité, ce qui est plutôt très bien et qui permet d'avoir une bonne corrélation avec vraiment les patients très infectieux. Donc, on a essayé de regarder, donc nous, la proposition qu'on fait à partir de ça et de cette zone grise, c'est de pouvoir proposer une approche qui est de dire, avec cet outil-là, en fonction du résultat, on est soit sur un résultat dit unlikely, improbable, avec pas d'évidence d'une Covid-19 en cours, un résultat certain, probablement à partir de 15 ou 20, il faudrait, selon le risque de faux positif qu'on accepte, pour dire qu'on a des cas confirmés. Et on a des résultats possibles qui sont toute cette zone grise qui est probablement due au fait qu'on est comme sur des échantillons où il y aura du bruit de fond par rapport au fait qu'il y a du mucus, qu'il y a probablement d'autres choses qu'on ne contrôle pas bien, qui, elles, nécessiteront une confirmation PCR. Donc lorsqu'on fait ça et qu'on regarde un peu sur quelques populations qu'on a essayées, malheureusement, on a pu le faire on a terminé cette étude au moment où on avait une incidence qui n'était pas très élevée, mais on regarde qu'au niveau des contacts, finalement, certains on était bons, le possible, on en aurait rattrapé un, mais avec un CT à 31-23 en M2000, je ne sais même pas trop quelle est la valeur de ce positif-là. Il est dans la zone grise, mais il est dans la zone grise par erreur. Hein. Normalement, il aurait dû totalement se retrouver dans les unlikely. C'est plus du bruit de fond que le vrai signal. Donc là, on l'a récupéré, mais on aurait très bien pu le pas récupérer. Et on en aurait perdu un. De même, au niveau des hospitalisations programmées, on se retrouve avec deux positifs dans les possibles pour 4 négatifs. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que si on se met dans une démarche de screener les patients qu'on doit hospitaliser, mais qu'on est vraiment dépassé au niveau de la PCR, on voit que finalement, dans ceux qui étaient unlikely, on en aurait loupé un avec un CT assez tardif, mais on aurait quand même pu en économiser 95, ce qui est quand même assez sympathique comme chose. Donc l'idée dans tout ça, c'est pas de dire qu'on va remplacer la PCR par ce système-là. C'est ce qui a été évoqué par certains spécialistes de l'infection control, qui, étant donné qu'on a des capacités limitées en PCR, que ce soit autant des capacités de réactifs que des capacités de disponibilité, de prix, peut-être il est plus utile de faire des dépistages fréquents et moins sensibles que de faire des dépistages peu fréquents mais très sensibles. Car évidemment, typiquement, si on prend l'exemple a posteriori-typé qui est ici, la première PCR, là, elle est négative, c'est bon. La deuxième PCR, elle est positive, mais en fait, on a totalement loupé la période où le patient était très contagieux, car on a loupé la période avec la charge virale élevée. Tandis que si on fait ça plus souvent, là, on ne le louperait pas, et on l'aurait à peu près au début. Évidemment, c'est très théorique et il est très compliqué de mettre ce genre de stratégie en place en réalité, car définir les seuils de contagiosité, à partir de combien, de quelle charge virale on dit qu'on est contagieux ou pas,
c'est quelque chose qui n'est pas évident. On ne va pas s'amuser à faire des études où on prend 10 personnes qui ne sont pas atteintes et on va les mettre en présence de différents levels, différents niveaux de contamination et s'amuser à regarder. Ce n'est actuellement plus éthique de faire ce genre d'études. Je pense que ce n'est pas plus mal. Mais du coup, c'est assez compliqué de vouloir mettre en place ce genre de technique. Cependant, à mon niveau, je trouve que ça reste quand même intéressant parce qu'il faut quand même se mettre dans une optique où, à certains moments, on a vraiment frôlé la catastrophe en termes de capacité de test. Et je pense que ce genre de technique permet de pallier à la PCR pour des patients qu'on décide de ne plus tester au moment où on est saturé. On sait qu'on avait arrêté de dépister les contacts. On sait qu'on avait arrêté de dépister les voyageurs. On n'a jamais su savoir si on pouvait dépister de manière plus ou moins fréquente les patients des homes, les patients de dialyse, les patients d'hôpital de jour, de chimiothérapie, l'ensemble du personnel soignant. Peut-être que si on avait voulu se mettre dans ce genre d'optique-là, ça aurait pu être intéressant. Malheureusement, avec ce genre de technique, on est quand même dépendant des pénuries du matériel de prélèvement, bien évidemment. Après, on a pris du coup tout ce qu'on a fait avec Olivier, avec Frédéric et avec l'ensemble des PG qui nous ont aussi assistés sur tout ça. Et on a regardé, on a fait le petit algorithme qu'on propose. Donc, on a mis là la détection antigénique automatisée, le Lumipulse ou autre, il y en a d'autres qui viennent sur le marché. On l'a mis pour le screening, mais évidemment, c'est actuellement pas la solution qui est proposée actuellement, qui est en place actuellement, mais c'était une proposition. Et après, s'il y a des symptômes, est-ce qu'on a besoin d'hospitaliser immédiatement le patient et on ne connaît pas son statut? Dans ce cas-là, on peut passer par un système de PCR rapide. Non, est-ce que les symptômes sont récents ou pas? S'ils sont récents, on peut faire un test antigénique rapide. Sinon, on passe directement à la plateforme moléculaire standard. Et là, la question qui avait été posée, donc positif, évidemment, là, c'est un résultat Covid confirmé. La question qui était posée et qui se pose, et je pense que le débat n'est pas terminé, c'est savoir qu'est-ce qu'on fait d'un test rapide négatif dans la stratégie actuelle. Certains pensent que si la personne est assez cortiquée et qu'on peut lui dire que forcément, si elle a des symptômes un peu type respiratoire, il vaut mieux que la mettre en quarantaine et qu'elle va suivre. Il y en a qui disaient que finalement, c'était peut-être pas grave d'avoir un diagnostic de certitude, et d'autres qui, évidemment, préfèrent se couvrir et avoir un diagnostic de certitude certain. Ça avait été évoqué ça dans une des recommandations de Sano. Ça a été assez fraîchement accueilli, pas forcément très bien. Après, c'est un problème de comment on perçoit la chose et c'est pas forcément évident non plus. Donc l'idée de pouvoir avoir cette approche intégrée, c'est pas juste de pouvoir jouer à avoir 4 systèmes différents, mais c'est quand même pour améliorer le délai de rendu de résultats et pouvoir améliorer nos capacités de test, améliorer, du coup, avoir une meilleure approche de tout ce qui est contagiosité, surtout pour tout ce qui est de la médecine de ville, et évidemment diminuer la dépendance sur quelques instruments en ayant un large panel dans l'arsenal diagnostique. On évite d'être à court de munitions, comme le dirait Olivier. Du coup, pour résumer, les tests antigéniques rapides, donc c'est probablement le meilleur outil et c'est probablement le meilleur outil à la consultation chez les patients qui sont extérieurs ou alors au centre de dépistage, car on peut avoir un résultat fiable de positif et qui permet de vraiment passer des messages immédiats. Il faut faire particulièrement attention sur les critères de sélection et évidemment, on peut toujours tolérer d'avoir plus de 5 jours de symptômes, mais il faut savoir lorsqu'on fait ce test et qu'on dépasse
les 5 jours, il faut savoir que la valeur négative, elle ne vaut plus rien. Les tests moléculaires rapides, c'est vraiment très intéressant. Actuellement, ceux qui l'ont utilisé en sont vraiment contents et on a l'impression que lorsqu'on leur dit qu'on manque de réactifs, c'est notre faute, mais c'est pas vraiment la nôtre. Par contre, c'est vraiment, évidemment, si on pouvait faire à tout le monde des tests en 20 minutes, ce serait idéal, mais ça coûte bien plus cher et les réactifs sont bien plus limités. La détection antigénique automatisée, pour moi, c'est un plus. C'est pas pour remplacer. Pour moi, l'utilité, ça pourrait être, à mon sens, mais peut-être les gens ne sont pas d'accord avec moi, ce serait de pouvoir tester plus sur des populations qui ne sont pas soumises, pour des raisons de disponibilité, de coût, qu'on ne teste pas actuellement. Donc je pense que ça permet d'améliorer, d'élargir la cible. Par contre, comme je l'ai évoqué, c'est des tests qui ont été mis en place sur des plateformes qui, à la base, n'étaient pas prévues pour. Donc, quand on les met en place, il faut vraiment pouvoir s'assurer de quelles sont les mesures de biosécurité qu'on met en place au sein de notre laboratoire. Soit alors travailler avec des équipements de protection supplémentaires dans une salle sous flux, soit prévoir un protocole de désactivation des prélèvements, sachant que d'autres maintenant viennent des méthodes de détection avec directement la méthode de désactivation, mais c'est pas forcément sur tous les kits réactifs. Et une petite parenthèse sur le diagnostic indirect, évidemment, parce que on l'avait pas mis dans l'algorithme précédent, mais évidemment, il faut toujours se dire que lorsqu'on est sur des phases tardives, on peut se retrouver avec des PCR négatifs chez des patients qui sont dans la phase plus de tempête cytokinique post-infectieuse. Par ailleurs, je ne l'ai pas évoqué aussi, mais on a aussi remarqué certains patients qui ont paradoxalement peu de virus dans le LBA et beaucoup dans le frottis et vice-versa. Moi, j'ai vu très récemment deux patients avec les situations totalement inversées. Voilà, pour ma part, j'ai terminé, je pense, à voir un peu tout le sujet. Évidemment, je suis tout à fait disposé à prendre quelques questions. J'espère que c'était clair pour vous. C'était très clair, Nicolas. Un tout grand merci pour cette présentation qui était très complète et très intéressante. À chaque fois que tu en parles, j'apprends de nouvelles choses. Moi, j'ai quelques questions, mais je vais peut-être d'abord laisser la parole à l'assistance. Si vous avez des questions, bien, vous pouvez soit lever la main. Bon, maintenant, comme on n'a pas l'air de trop se bousculer, vous pouvez éventuellement les poser directement en allumant votre micro, alors, pour commencer. Ah, je vois qu'Olivier veut intervenir. Vas-y, Olivier. Tout d'abord, merci beaucoup, Nicolas. En effet, comme dit Fred, tu es d'une clarté assez impressionnante. On a discuté un petit peu de cela ensemble et c'est peut-être bien d'en parler maintenant. Quel serait le positionnement des tests antigéniques automatisés dans le cadre du suivi de patients qui auraient un problème d'échec thérapeutique ou une suspicion d'échec thérapeutique? Est-ce que tu as un avis là-dessus? Pas vraiment, parce qu'en fait, la question, elle s'est posée récemment et avec des patients. En fait, on a vu que la question s'est posée avec des patients d'hémato sur lesquels, quand on regarde les guidelines qui n'ont pas été pensés pour eux, on fait une fois le test et puis après, autant on les sort d'isolement après X jours, après le dernier test positif. Sauf qu'en fait, récemment, moi j'ai vu 3 patients d'hémato qui ont des charges virales élevées après un mois, qui ont du virus même qui pousse encore lorsqu'on le met en culture virale. Et le problème, c'est
là, on a repris rétrospectivement et on a essayé un peu de comparer les CT, mais comme d'hab, ça dépend toujours de la qualité du prélèvement. Mais peut-être que sur un suivi plus régulier, on pourrait peut-être faire quelque chose sur ces patients pour avoir un suivi quantitatif. Mais après, sur les charges élevées, il faut que je vois... Non. Le problème, c'est que les charges virales, elles sont plutôt en logarithmique et que là, pour le coup, on a un dosage qui est linéaire, donc je ne suis pas sûr que ça permette, au-delà d'une certaine, de vraiment voir des variations. C'est peut-être trop fin au niveau de la variation. Parce que Donc, je ne sais plus ce qu'on disait, mais bon, la situation s'est posée avec des patients d'hémato de manière très récente où on a des patients qui, en fait, on découvre au bout d'un mois qu'ils ont toujours une charge virale élevée. Je sais. Après, on aurait pu potentiellement essayer de voir ce que ça donnait, mais il faudrait essayer, en fait. Je pense qu'on n'a pas vraiment de recul sur ça. Le petit bémol que je vois, c'est que lorsqu'on compare les CT, on est sur des échelles logarithmiques et là, on est sur des échelles linéaires au niveau des antigènes. Donc, je ne sais pas si les variations qu'on peut voir sont significatives, surtout avec des prélèvements qui peuvent être de qualité variable et parfois faits sur différents UTM en fonction de qu'est-ce qui est disponible au moment donné. Merci. Nicolas, alors tu as bien montré que lorsque tu as comparé les 4 tests rapides, les conditions étaient très importantes et influençaient très fort les performances des tests. Dans ce contexte, qu'est-ce que tu penses de la liste de recommandations de la FMPS pour les tests qui bénéficient d'un remboursement? Ah, tu veux dire de comment elle a été faite? De comment elle a été faite et de son contenu. Après, j'ai pas revu le dernier, j'ai pas revu le dernier, mais clairement comment elle a été faite sans faire. En fait, ils ont pas fait d'évaluation indépendante et ils sont contentés de dire. Mais personnellement, moi déjà, ça me choque que la FMPS ait son mot à dire dans le choix des réactifs qu'on utilise au laboratoire. Je crois pas que ce soit fait sur tous les dispositifs qu'on utilise. Sauf erreur de ma part, après, peut-être parce que je suis naïf et que je suis arrivé récemment dans ce pays. Mais moi, jusqu'à présent, en tant que biologiste, on m'a jamais expliqué quel réactif je devais choisir sur des listes qui sont faites enfin, sur des données qui sont pas plus contrôlées que si on le faisait nous-mêmes. Enfin, qui sont même moins contrôlées que si on le faisait nous-mêmes. Donc ça, j'avoue, j'ai pas trop compris cette un peu bureaucratisation du truc. Voilà. Évidemment, nous, on a pu voir que finalement, je pense que du moment où on est un fabricant sérieux d'immuno-OC, on n'est pas plus con un qu'à l'autre et on va pas forcément faire des trucs surtout là où il y avait du matériel, si on sait fabriquer ce genre de matériel, il n'y a pas de raison qu'on fasse du mauvais matériel. Après, la vraie différence qui se voit au niveau de l'adhésion et de la pratique, c'est que, par contre, c'est sûr que lorsqu'on a maintenant les derniers qui sont des fabricants habitués à faire des petits trucs très pratiques, quand on a les solutions de tampons prédosées dans des petits trucs individuels où on n'a qu'à les plonger les couvillons et qu'on a déjà le bec verseur dessus et des cassettes, c'est vrai que c'est beaucoup plus sexy que les tigettes de laboratoire. On met dans un tube qu'on doit fermer. Et c'est ça où les tests de seconde génération gagnent contre les tests de première génération, mais pas sur les performances intrinsèques. Ouais, tout à fait. Je continue, puisque je vois qu'il n'y a pas de questions pour le moment. Donc tu en as un petit peu parlé, mais à la fin, quand tu remontrais ton algorithme, éventuellement, tu revenais un petit peu en arrière. Donc, on sait que les tests antigéniques sont réclamés, et surtout, on en a beaucoup parlé dans la presse, parce que les autres pays ont commencé à les utiliser au moment de la deuxième vague assez tôt, au mois de septembre.
Et donc, en Belgique, on sait que le gouvernement a été mis sous pression pour suivre ça. Bon, il y a eu évidemment un peu de délai avec la mise en place du nouveau gouvernement et puis la création d'une nouvelle task force dont Olivier fait partie d'ailleurs. Donc, c'est seulement finalement maintenant, à la fin décembre, qu'enfin les textes permettant une utilisation plus large qu'uniquement au niveau du laboratoire sont en train de sortir. Et encore, ce n'est pour le moment un projet de loi. Donc, on sait que là, il y a donc une phase expérimentale chez 14 généralistes dans le pays. Qu'est-ce que tu penses de cette expérience, de ce que ça va donner et de la place actuelle de ces tests antigéniques rapides? Par rapport aux tests antigéniques, moi, ce que je pense que quand on fait des tests et qu'on fait des tests, qu'on n'est pas un professionnel de laboratoire et qu'on a moins de 10% de tests positifs, je pense qu'on n'a pas envie de les faire. Donc, je ne suis pas persuadé je pense qu'on aurait peut-être dû s'intéresser à ça plus tôt. Et l'autre truc que je pense, c'est par rapport à la diffusion un peu large de ces tests, c'est qu'on a beau dire qu'il faut faire de l'éducation, l'humain est humain et on lui met un truc qui est presque du niveau du jouet, parce que j'ai vu certains de mes collègues en France qui se sont amusés à s'en faire comme ça. Et on voit aux États-Unis où c'est aussi mis à disposition, je crois qu'Elon Musk s'est amusé à s'en faire 3 de suite. Et le problème, c'est que ça devient un vite gadget et que après on s'amuse à en tirer des conséquences qu'il ne faut pas. La République tchèque, je crois que c'est les Tchèques qui sont amusés à faire une grande campagne de dépistage par des tests rapides. Finalement, les taux de positivité étaient assez nuls. Et je pense que je crois pas que ça ait eu un grand impact épidémiologique au total. Après, j'ai pas revu les courbes épidémiologiques, mais je ne me sens pas que ça ait changé grand-chose. Donc, est-ce que pour le problème, c'est toujours lorsqu'on sort un test de son contexte, et les fabricants ne vont pas nous aider sur ce coup-ci, parce que leur intérêt, c'est d'en vendre un maximum, c'est qu'on sort du contexte. Et autant lorsqu'on fait des tests rapides, comme c'est fait, je ne sais pas si c'est beaucoup fait en Belgique, mais en France, c'est beaucoup fait les tests rapides de Streptoa. Autant le Streptoa, tout le monde s'en fiche. Autant, et même les patients, les patients préfèrent limite pas avoir des tests Streptoa parce qu'après on leur explique qu'il ne faut pas d'antibiotiques, ils ne sont pas contents, ce qui va à l'encontre de ce qu'ils veulent. Mais autant ce petit truc gadget, tout le monde va en vouloir un et on va sortir des cases et après on va tirer les conseils, on va tirer les conclusions qu'il faut pas. Donc après faire ça en collaboration avec les laboratoires, pourquoi pas, mais c'est extrêmement lourd, hein. Comme je disais, il faut faire tout ce qui est traçabilité. Après, je pense que c'est faisable. J'en discutais avec d'autres collègues qui sont dans des labos qui sont non hospitaliers. C'est faisable, mais eux, ils accepteront de faire ça que sur un système connecté, informatisé. Ils accepteront jamais de faire ça sur du papier où il faut qu'ils fassent de la ressaisie derrière. Tout à fait. Mais j'ai encore une dernière question. J'ai eu pas mal de discussions sur le sujet ces derniers jours. Donc, évidemment, on l'a compris, pour ceux qui ne le savaient pas, tu es français et en France, il y a une utilisation déjà depuis plusieurs mois très large dans les pharmacies, hein, où les patients peuvent aller se faire tester gratuitement sans prescription. Donc en Belgique, on sait que les pharmaciens le font pas nécessairement de façon légale et l'APB s'est manifesté pour proposer que les pharmaciens le fassent. Certains sont très demandeurs parce que des patients le demandent eux-mêmes, évidemment, ils voient ce qui se passe à la télévision. Donc je voulais savoir, est-ce que tu as un retour de l'expérience française et de ses conséquences éventuelles, positives comme négatives? Et deux, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu dirais aux pharmaciens qui souhaitent le faire dans leur officine, même si on peut évidemment un peu renvoyer à la question, à ta réponse pour la médecine générale? Mon expérience, c'est que c'est clairement détourné en gadget. Il y en a plein qui vont et puis
qui vont comme ça parce qu'ils doivent aller voir les parents, ils s'en servent en dehors de ce qui avait été prévu. Ma recommandation, c'est qu'à la limite, s'ils le font, effectivement, qu'ils le fassent avec. Moi, j'ai vu un peu ce genre de papiers qui ont été faits en France, qu'ils le font limite avec un espèce de disclaimer, avec une limitation de qu'est-ce que signifie le résultat du test, qu'est-ce que signifie un résultat négatif. Donc, un résultat négatif ne signifie absolument pas qu'on n'est pas contagieux, qu'on n'est pas à risque, qu'il y a tout un timing aussi par rapport au fait, parce que ça a été proposé de s'en servir en post-exposition, mais on sait très bien que certains vont être symptomatiques dès J2, d'autres vont l'être J5, voire certains disent même plus tard, et que le timing pour la détection n'est pas forcément le bon en se basant uniquement sur la date du contact. Donc, si on devait s'en servir, ce serait dans ces conditions-là, mais après, il faut aussi voir au niveau de la pharmacie pour s'en servir. Je ne sais pas si actuellement, dans les pharmacies, on a vraiment envie de se mettre en équipement de protection individuelle pour suivre tout ce qui est recommandé actuellement en protection pour prélever un patient. Parce qu'en théorie, tout le monde s'en sert comme un gadget, tout le monde fait les prélèvements n'importe comment, mais en théorie, on est quand même censé s'habiller, mettre une visière et mettre un FFP2 avant de faire un geste qui peut faire des aérosols. Tout à fait. Donc ça, c'est vrai qu'au niveau belge, il y a, donc le pharmacien est maintenant autorisé à faire le prélèvement, mais après une formation spécifique et qui implique évidemment les protections. Hein. Ça, c'est évidemment un point fort important. De mon point de vue, le point le plus critique, c'est vraiment l'interprétation du résultat et comment le patient va l'utiliser. Donc c'est vrai que fournir une notice, comme tu le suggères, ça c'est peut-être une bonne proposition. Moi, c'est ce que j'ai vu en place, hein, c'est qu'en gros, sur leur feuille de résultat, en dessous, il y a un pavé qui explique. Après, le problème, c'est qu'on sait très bien, on sait très bien qu'on est tous humains et que on relativise toujours le pavé d'avertissement qui nous est donné. Hein. Oui, c'est clair que évidemment le risque, c'est qu'un résultat négatif va être rassurant et on sait, on peut voir aussi sur les réseaux sociaux que des gens se disent j'ai fait un test rapide négatif. Je peux aller voir mes parents, on peut réveillonner, c'est pas si grave, etc. C'est certain. Olivier, tu voulais intervenir? Oui, en fait, cette discussion par rapport aux pharmaciens, l'utilisation des tests rapides en pharmacie a été faite au niveau du RAG. Et en fait, contrairement à la France, les pharmaciens n'ont pas la culture de la réalisation et des tests rapides streptocoque pyogènes depuis de nombreuses années. C'est-à-dire que les pharmacies ici n'ont pas de petits cabinets de réalisation du test. Et c'était une des raisons pour lesquelles ça n'a pas été soutenu. Et je pense avoir vu aussi qu'il y avait une espèce de sondage parmi les pharmaciens où seulement 40% d'entre eux étaient preneurs, souhaitaient réaliser un test rapide Covid dans leur officine. Oui. Disons ça, je pense que par rapport au petit cabinet dont tu parles, c'est en train de changer. Les officines les plus modernes ont ce genre d'espace, parce qu'ils peuvent avoir aussi un espace discret de confidentialité pour certains échanges avec le patient. Et puis, bon, on parle de plus en plus de la vaccination. Donc, c'est des choses qui sont en train de se développer, mais c'est clair que ce n'est pas encore généralisé. Bon, maintenant, bien sûr, la base volontaire, ça, elle doit être respectée. Et de toute façon, c'est vrai également pour les généralistes, parce que donc même aujourd'hui, donc tous les généralistes ne peuvent pas encore faire le test, mais au moment où ils pourront éventuellement le faire, ce sera aussi uniquement sur base volontaire. Hein, donc, on sait déjà, même pour les PCR, beaucoup de généralistes ne font pas les frottis par eux-mêmes finalement. Tout à fait. Il y avait juste, tiens, Olivier, tu parlais parce que donc Nicolas a mentionné le taux de positivité de 10% comme une limite quelque part en dessous de laquelle le test antigénique devient beaucoup moins intéressant et rentable. Et ça, c'était une recommandation aussi du RAG ou de la task force, mais par contre, ça n'a pas été intégré visiblement dans le projet de loi actuel, quoi. Oui, j'ai lu le projet de loi en diagonale. J'ai pas vu ce 10%. En effet, je l'ai pas retrouvé.
Le 10% venait aussi de l'ECDC. En fait, c'était une recommandation européenne au départ. Et voilà. Par contre, dans le projet de loi, il était marqué médecin ou spécialiste en biologie clinique. En fait, ça avait été discuté en disant, voilà, il faut qu'un médecin puisse superviser plusieurs personnes réalisant le test et pas forcément quelqu'un compétent en biologie clinique. Et ceci, en sachant très bien qu'on sortait de la législation en cours sur les point of care et ceci en étant conscient de cela, dû à l'épidémie, en disant on ne va pas restreindre le nombre de personnes qui le font simplement parce qu'on a besoin d'un biologiste clinique pour le faire, quoi. D'accord, je comprends. Ok, merci pour cette précision. Est-ce qu'il y a encore un commentaire ou une question parmi les personnes qui sont toujours connectées? Bon, si pas, ben alors, Nicolas, je vais te remercier à nouveau pour ton intervention très éclairante et remercier également tous les participants. Vous souhaitez à chacun d'excellentes fêtes de fin d'année. On se retrouve alors l'année prochaine pour un nouveau cycle de réunions. Portez-vous bien et à très bientôt. Bonne fête à tous et merci Fred d'organiser ce Glenn. Avec plaisir. Merci, bonne fête. Merci, bonne fête, à bientôt. Bonne fête à tous. Merci, au revoir. Au revoir.